Merci Elisabeth Lévy. Commentaire, je ne sais pas si ça vous fait réagir, 0826 300 300, vous pouvez réagir tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin à 9h, Amine El-Khatmi et Eric Revel, et puis Elisabeth Lévy qui est restée avec nous. Je salue Elisabeth et je partage ce qu'elle a dit. Il se trouve que l'homme qui vous parle a été assistant parlementaire pendant 4 ans d'une députée socialiste qui s'appelle Anne-Yvonne Le Dain, que j'embrasse et que je salue, sous le mémorable quinquennat de François Hollande. Je trouve cette histoire délirante à tout point de vue. On reproche à des politiques d'avoir des assistants qui les aident à faire de la politique. Que j'aimerais bien qu'on m'explique comment un assistant parlementaire peut faire la différence entre le travail strictement législatif de son patron et le travail politique, puisque ce sont deux travails qui sont éminemment liés. Les deux sont liés. Oui, mais d'un côté, ils étaient payés pour un travail européen, donc normalement... mais et s'ils s'occupent en fait d'autre chose... Mais ils ne s'occupent pas d'autre chose, ils s'occupent de la vie politique de leur patron. Ouais. Lorsque vous recevez... Non mais un moment, je veux dire... C'est une vision du droit complètement folle. On peut décider que les élus ne doivent plus cumuler. On peut décider que leurs assistants ne peuvent plus les aider. On peut décider que les collaborateurs ne peuvent pas faire travail politique. Dans ce cas, on peut décider qu'il n'y a que des médiocres, des nazes et des idiots qui font de la politique. Enfin, je suis désolé. Si on veut continuer dans cette espèce d'abaissement général du niveau de la vie politique, on va faire fuir tous ceux qui pourraient y apporter quelque chose et qui vont s'engager et qui ne viendront plus. Il y a un moment, ça suffit. Bon, Eric Revel, et puis je redonne la parole à Elisabeth Lévy. Imaginez, mon cher Patrick, vous voulez faire une interview de François Bayrou, qui est député européen. Donc vous téléphonez à son assistant, qui vous dit oui, je vais voir ça. Et en fait, c'est son assistant européen, mais qui prend un rendez-vous pour une interview politique que vous allez faire en France. Et ben là, déjà, il a sur le papier un problème, l'assistant, puisqu'il travaille pour le patron du Modem. Et vous voyez, donc mais la frontière est extrêmement ténue. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, détournement d'argent, il n'y a pas de détournement d'argent. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Non mais attendez, Patrick. Oui. Elisabeth Lévy. Non mais Patrick fait l'avocat du droit d'une façon très convaincante. Non mais je voulais juste... Pardon, vas-y Eric. Moi je suis pas un fou admirateur de François Bayrou, mais moi non plus. Je voudrais avoir une pensée quand même pour Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez, qu'il a sans doute, alors bon, parce que François Bayrou a parlé de gâchis humain, donc il pensait très fort à Marielle de Sarnez, qui au-delà du fait qu'elle avait dû démissionner de son poste, elle avait un poste aussi ministériel au début de cette affaire, a été victime d'une leucémie foudroyante. Bon, alors j'aimerais aussi avoir une pensée pour elle, et puis vous dire aussi une autre chose, c'est que dans toute cette affaire, ça a duré 7 ans. Là, il y avait une enquête qui portait sur 292 000 euros, c'est ça. Mais vous imaginez ce que la justice a coûté pendant 7 ans ? Oui. Mais attendez, là, ils ont été condamnés à rembourser certaines sommes. Mais d'accord, mais quoi. Mais attendez, en plus, vous avez le RN qui va être devant le même problème en septembre. Vous avez la France insoumise, ce qui pose aussi un sujet, pardonnez-moi, de banque de la démocratie. C'est un vieux sujet qui a été mis en place. C'était pas une promesse d'Emmanuel Macron. Bien sûr que c'était une promesse d'Emmanuel Macron, soutenue d'ailleurs par Bayrou il y a très longtemps. Mais oui, il y a un problème aussi de financement de la vie politique dans ce pays. Non mais attendez, là d'abord, excusez-moi, c'est quand même extraordinaire. Toutes ces instances européennes qui se foutent complètement de ce que pensent les gens, des traditions des peuples, des nations, si vous voulez, et qui encouragent, je l'ai cité dans ma chronique, qui peuvent encourager le port du voile comme étant la liberté, et qui vont nous enquiquiner pour 292 000 euros, si vous voulez, ce qui est, honnêtement, c'est rien. Et en plus, c'est et moi, ce qui me choque le plus, si vous voulez, c'est que des gouvernements, des présidents et
avaler ou avaliser cette fameuse jurisprudence Balladur, parce que ça veut dire la présomption d'innocence, on n'y croit pas. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est à géométrie variable, puisque c'est à géométrie variable, puisqu'Éric Dupond-Moretti, qui était mis en examen, est resté. C'est pas du tout que ça me choque. À moi, ce qui me choque, c'est le contraire. Et par ailleurs, je n'ai aucune envie de voir Monsieur Bayrou, François Bayrou, revenir à l'éducation nationale. Mais bon, donc, ça c'est autre chose. Allez, on va continuer d'en parler dans un instant avec des surprises. Des surprises à venir, restez bien à l'écoute. Et puis tout à l'heure, l'invité politique Meyer Habib de Jean-Jacques Bourdin. Et vous pourrez réagir vous-même aussi sur ce sujet. Je vois que ça sonne déjà 0826 300 300 tout à l'heure. Donc à 9h, c'était Eric Revel que vous entendez. Allez, il est 8h20 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h23, il va y avoir des surprises, peut-être aujourd'hui. On attend, Éric Revel, la composition du gouvernement, a priori, et des secrétaires d'État. C'est vrai que ça fait ministre quand même... délégué, secrétaire d'État. Alors deux choses une, ou bien vous l'attendez avec impatience, ou vous dites, on s'en est passé jusqu'à présent. Non, je plaisante, parce qu'il y a plein de secteurs dans lesquels il n'y a rien. Il y a plus de ministre des Transports, plus de ministre du Logement, j'en parlais, avec la crise dans laquelle on est, de logement social ou de logement tout court. Oui, on attend cette liste, alors on verra. C'est presque vexant pour les ministres, parce qu'on se rend compte que quand il n'y a pas de ministre, ça continue à fonctionner quand même. Oui, alors ça fonctionne plus ou moins bien. Dans le logement, par exemple, on attend beaucoup de décisions. Dans les transports, alors en plus qu'on a les Jeux Olympiques et qu'on a un tas de problèmes, même chose. Et puis, je parle pas d'un tas d'autres secteurs, même la santé, parce que la santé, aujourd'hui, Catherine Vautrin, elle est à la tête de deux ministères, si je puis dire. Le travail et la santé. Vous allez me dire que le travail c'est la santé, mais enfin bon, quand même. Qui est Amélie Oudéa-Castéra, voilà, éducation nationale, sport, Jeux Olympiques, avec toutes les polémiques qu'elle a déclenchées. Est-ce qu'elle peut rester ? Alors, il paraît qu'il y a un bras de fer entre le Premier ministre et le Président de la République. En général, c'est le Président de la République qui gagne. Lui, il est plutôt pour la maintenir, parce que c'est, d'après ce que j'ai cru comprendre, son idée au Président de la République. Et Gabriel Attal comprend que ça alourdit, que ça mine un peu son gouvernement, forcément, puisqu'elle est la cible de toutes les attaques maintenant. Amélie Oudéa-Castéra, dite AOC, appellation d'origine non contrôlée, donc. Amine El Khatmi, est-ce qu'elle peut rester ? J'en sais rien. Ce qui est certain, en termes de symbole, de crédibilité, même vis-à-vis aussi du monde enseignant, aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que elle s'est très mal débrouillée. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa justification, à chaque fois qu'elle tentait de se justifier, elle creusait encore un peu plus, elle s'enfonçait encore un peu plus. On voit qu'y compris les syndicats commencent à bouger, ce qui n'est jamais bon signe à l'éducation nationale. Effectivement, la relation avec le Premier ministre semble un peu tempétueuse, et on peut le comprendre, puisqu'elle lui a ruiné. Il n'était pas favorable dès le début. Il a dit à Emmanuel Macron lui a dit si, c'est elle. Elle lui a ruiné en 2 heures 6 mois de travail et de relations apaisées avec le monde enseignant, ce qui n'était pas une mission gagnée d'avance quand on connaît ce milieu. Et elle arrive, et en 2 heures, elle a tout fracassé. Je comprends que Gabriel Attal ait quelques griefs contre elle. Bon, est-ce que il pourrait aussi, dans ces conditions, nommer... Et puis il y a François Bayrou, pardon. Non mais voilà, c'est un peu juste quand même. Est-ce qu'il pourrait nommer François Bayrou à l'éducation nationale? Il ne l'a pas écarté, François Bayrou. Invité hier soir d'une chaîne de télévision, il a dit... Il a quasiment déroulé un programme. Patrick. C'est vrai. Il ne l'a pas écarté. Non seulement il ne l'a pas écarté, mais il a eu la dent dure contre l'actuel titulaire du poste, puisqu'il dit il y a des remous à l'éducation nationale, il faut apaiser, etc. Donc si ce n'était pas un acte de candidature, ça y ressemblait beaucoup. Ce serait un retour, Éric Revel. Oui, ce serait un retour. Alors après... 1993. 13, oui. 14, après, quels sont... Oui, vous pouvez gérer pacifiquement le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire ne pas faire grand-chose ou ne pas déplaire aux syndicats. Bon, ça irait peut-être assez bien avec le peu de conviction, à mon sens, que François Bayrou a en politique, si vous voulez. C'est-à-dire écoutez... c'est un centriste. Voilà. Mais deux choses une. Si vous êtes ministre de l'Éducation et que vous ne faites pas grand-chose, ou vous êtes en co-gestion absolue avec les syndicats, c'est sûr que vous ne ferez pas de vagues et que vous passerez pour un excellent ministre de l'Éducation nationale. Mais vu l'état dans lequel se trouvent les résultats de l'Éducation nationale...
Et tout ce qu'on, voilà, le manque de profs. Est-ce que François Bayrou a la baguette magique? Non, je pense qu'il va gérer, comme il l'a souvent fait d'ailleurs dans sa vie politique. Il va gérer le centre en essayant d'être le point et puis le point de jonction pour faire de la politique et des majorités. Mais vous avez souvenir d'un François Bayrou réformateur qui disons dans les intentions. Dans les intentions. Il a dit, c'est le propre du centrisme. Est-ce qu'il peut y avoir des surprises? Est-ce que, parce que, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il y a même d'autres républicains qui pourraient rejoindre ce nouveau gouvernement élargi. Il y a des noms qui circulent. Oui. C'est vrai? Quel nom? Allez, on dit tout. Je pas. Attendez un minute. Non, mais alors des noms à un très haut niveau, non? Ou pas, non, mais il y a des noms. De personnalités venant de LR qui pourraient rejoindre cette majorité qui penche quand même très nettement à droite. On peut maintenant le dire sans être critiqué. Rachida Dati, on est l'incarnation, le symbole. Écoutez, Rachida Dati, Catherine Vautrin, et on peut citer les plus anciens, les Bruno Le Maire, les Gérald Darmanin, enfin tous les ministres importants, hormis le Premier ministre, viennent de la droite. Donc je peux pas vous dire autre chose. Donc s'il y avait encore un ou deux ralliements importants, ça signerait pour les Républicains le début d'une séquence plus que difficile. Plus que difficile. Déjà, ils sont dans une séquence difficile. Vous voulez dire que par là, sur un plan politique, Emmanuel Macron porterait le coup fatal aux Républicains, peut-être avant les européennes? C'est ce qu'il y a en filigrane? Moi, je crois que ce serait pas loin, oui, parce qu'en réalité, si l'annonce est faite de un ou deux membres éminents, enfin de ce qu'il reste de la direction des LR qui passe dans le gouvernement, qui arrive dans le gouvernement de Gabriel Attal. Les LR, qu'est-ce qu'il resterait? Pas grand-chose. Et puis pour les élections européennes, vous voyez bien que au-delà du talent personnel de Monsieur Bellamy, on leur prévoit plutôt 5-6% plus que 15 ou 20. Donc c'est la survie.